Salut à tous, c'est Bismart, on est reparti, une nouvelle heure de débat. Alors on va évidemment réagir aux annonces d'Emmanuel Macron, je sais pas. Moi ce qui m'intéresse, mais je verrai ce qu'en disent les invités, c'est le principe même finalement aujourd'hui du plan de relance, de la France 2030, enfin. Et puis vous allez voir, il se trouve que c'est l'usine Nouvelle, à qui je vais rendre hommage, qui a fait le boulot sur un des précédents, pas très vieux d'ailleurs, celui de Bruno Le Maire, 10 milliards d'euros pour l'industrie. Vous vous souvenez, c'est là qu'on avait mis le fruit de la privatisation de Française des Jeux. Voilà. Il y a les chiffres, c'est assez affligeant quand même. Donc voilà. Donc on va parler de ça et puis plein d'autres sujets. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, Jérôme Mathis. Salut Jérôme, prof d'économie à Dauphine. Bénédicte Tilloy, bonjour Bénédicte. Salut Stéphane. Vous avez été au COMEX de la SNCF, dirigé Transilien et maintenant entrepreneuse, et alors multi-entrepreneuse Bénédicte. Donc il y a Ask for the Moon. C'est quoi? Parce que c'est start-up industrielle justement. C'est une plateforme de questions-réponses qui utilise l'IA pour mettre en contact les ingénieurs sur le terrain pour faire plus vite ce qu'ils font aujourd'hui. Voilà. Formidable, au cœur du plan de relance. On est exactement. Je savais pas, hein, mais vraiment, c'est tombé. Et 10h, c'est quelle heure l'autre? 10h32. 10h32. 10h32, c'est... on sent l'influence SNCF. Un peu quand même, 10h32. mais pas que, c'est de la gestion de crise pour dirigeants. Bon, parfait. Et Patrick Sayer, salut Patrick, donc ancien patron de Raseo et aujourd'hui à la tête du fonds Augusta, c'est ça Société. Toujours société d'investissement, jamais fonds d'investissement, Augusta. Société d'investissement Augusta, la différence entre société et fonds, mais c'est fini, il n'y a plus de fonds d'investissement. Je voyais, les gars, alors j'ai pas d'ailleurs, tiens, juste un mot là-dessus, mais un mot Patrick, parce que c'est tout ton, enfin j'imagine que tu as plein de trucs à raconter, mais j'ai vu passer, j'ai pas lu, j'ai vu passer les fondateurs de KKR qui lâchent l'affaire, j'ai vu passer des titres, les barbares se retirent. Oui, mais qu'est-ce qu'ils avaient de barbares ces gars-là? Parce que KKR, c'est... Barbares, c'est Barbarians at the Gate. Ça fait référence à l'OPA, la succession d'OPA Austin sur RGR Nabisco, année 1980 quelque chose. D'accord, donc c'est une époque, fonds d'investissement agressif, les gars qui viennent, qui prennent tout, qui se barrent. Ce qui était agressif, c'était surtout le management de RGR Nabisco qui s'en était mis plein les bancs. Oui. Mais c'est vrai que l'opération a été reprise par un bouquin qui s'appelait Barbarians at the Gate. Mais ça voulait dire quoi, les barbares sont à nos portes? Il y avait un certain nombre de gens qui étaient là pour se précipiter sur le butin. Il y avait un côté, effectivement, de justement ce que je ne suis pas. Voilà. C'est-à-dire, c'était l'idée d'un mauvais capitalisme, d'un capitalisme du dépeçage, par opposition à un capitalisme durable, un capitalisme patient. Il est fini le capitalisme du dépeçage aujourd'hui, Patrick. Oui, enfin, il y a d'autres, parfois on voit d'autres formes de capitalisme, on voit aussi des affaires se péricliter d'elles-mêmes. Enfin, non, ça on va voir ça, mais il se trouve que la semaine dernière, on discutait avec France Invest, toi-même d'ailleurs, tu as été il y a 15 ans, président de la FIC, ce qui s'appelait à l'époque la FIC, les investisseurs en capital. Je me souviens d'une interview, c'est la première fois que je t'ai lu, c'était une interview que tu avais donnée à Libération. Oui. Putain, le gars, il est couillu. Ça avait été dur. Ah ouais, t'avais été affronté, les gars de Libération, investisseurs en capital. Oui, mais n'empêche que tu disais des trucs. Et ça a été tout ton combat, en fait, à l'époque, pour essayer de leur faire comprendre que non, on n'était plus des barbares et qu'on était là pour développer les boîtes. Non, le capitalisme de dépeçage, on ne le voit pas d'ailleurs, parce que les gens ont quand même l'intelligence de faire attention aux mots. Et donc, ils évitent quand même un certain nombre de mots. Il y a maintenant, on dit, c'est des signes, enfin, on fait très attention aux signifiants, etc. Mais en réalité, il ne faut pas se tromper. Quand une grande société française se vend à l'international, il n'y a pas de dépeçage tout de suite, il y a des engagements qui sont pris la main sur le cœur, sur le fait que la grande société va conserver son emploi pendant 3 ans, etc. On sait bien qu'à terme, il y a quand même une logique pour rapatrier, alors même si on est dans une économie où le siège social, ça veut de moins en moins dire quelque chose. Holcim, c'est en Suisse et il n'y a plus Lafarge. À terme, voilà, exactement. Luxottica, c'est en Italie, il n'y a plus Essilor. Voilà, c'est exactement ça. Donc on ne dit pas du dépeçage, mais à la fin des fins, ça y ressemble quand même violemment. Alors, plan de relance. Je vais juste vous soumettre à... Alors, donc, je disais, l'usine Nouvelle a fait le boulot sur, je vais mettre mes lunettes de vieux, sur donc le fonds, ça s'appelait le Fonds pour l'innovation et l'industrie.
Donc c'est là qu'on avait mis la privatisation de la Française des Jeux. On aurait aimé mettre Aéroport de Paris, mais voilà, il n'a pas été privatisé. Participation d'EDF, participation de Thales. 10 milliards. Et donc l'idée, c'est qu'on ne touche pas au capital. On travaille avec le produit de placement de ces 10 milliards. 536 millions d'euros de revenus sur 2018-2019. C'est pas mal. Il y a de quoi faire des choses. 110 millions seulement décaissés. Seuls 30% des engagements programmés ont été réellement engagés. Il y a le plan batterie, le plan nano 2022, et alors 4 programmes de recherche grands défis de l'innovation. C'est là-dedans que vous êtes, Bénédicte. Cybersécurité, IA en santé, intelligence artificielle en santé, stockage de l'énergie, biomédicaments. Sur ces 4 grands défis, 2018-2019, 600 000 euros décaissés. Et pourquoi ? C'est parce qu'en fait, visiblement, il n'y a pas de demande. C'est-à-dire que les industriels, explique l'usine Nouvelle, sont totalement paumés dans ce que j'ai appelé les sables mouvants des agences en charge d'évaluer et de distribuer les fonds. Donc, tu as PIA, le plan d'investissement d'avenir, ça c'est le truc de Sarkozy, 2014. Il en reste encore la moitié qui ne sert à rien aujourd'hui. Donc qui a été absorbé d'ailleurs par France Relance, pôle de compétitivité, convention industrielle de formation par la recherche, société d'accélération du transfert de technologie, BPI France évidemment, l'ADEME, l'Agence de l'environnement, l'Agence nationale de la recherche. Et donc en gros, les patrons qui sont quand même un peu pressés, mais tu vas nous raconter ça, ils disent mais j'y vais pas moi là-dedans, c'est pas possible quoi, ça fonctionne pas. En fait, le risque, c'est la somme de machin, c'est ce que tu dis. C'est pas un risque, c'est une réalité. Moi, c'est comme ça que ça se passe. Je l'ai beaucoup vu dans tout ce qui était de l'emploi et l'insertion et la capacité à récupérer en fait des nouveaux profils sur des filières sur lesquelles il manquait du monde, par exemple. Il y a tellement de gens qui sont présents pour aider dans un territoire qu'à la fin, tout ce monde-là se monte dessus et on ne sait plus à qui s'adresser. Et il y a plein de bonnes volontés qui sont gaspillées comme ça. Et du coup, la question, enfin, moi j'anticipe puisqu'on allait parler du plan de relance, la question c'est comment on va s'y prendre cette fois-ci. Ben voilà. Sachant que le risque, enfin, j'ai vu que Louis Gallois avait dit, j'ai beaucoup de respect pour Louis Gallois, ça a été mon président, qu'il fallait remonter un peu des filières industrielles à la mode un peu colbertiste, mais ça sent son époque Pompidou quand même. T'es un peu sévère avec Louis Gallois, il dit pas tout à fait ça. Non, enfin, je suis pas. Non, d'abord, je suis pas sévère avec Louis Gallois. J'adore Louis Gallois. J'aime profondément Louis Gallois. Non, parce que Louis Gallois, il dit, en gros, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, si vous voulez que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un gars ou 2 ou 3 à la tête effectivement de ces différents secteurs qui sachent de quoi on parle, démerder le bousin. Oui, et puis qui sachent surtout sortir des sables mouvants, quoi. En fait, c'est ça le truc, tu vois. En fait, il faut. L'impression que j'ai, c'est qu'il faut beaucoup d'élan et donner un peu le cap. Et je trouve que de ce point de vue-là, le discours qui a été fait n'est pas si mal. C'est pas si mal. Donc il y a un côté effet Apollo. Alors tout le monde rêve de faire Kennedy en 68, hein, mais bon, peu importe. Enfin, pas 68, c'était même avant ça, pardon. Il était mort en 68. Mais je dis des bêtises, mais enfin, il y a besoin de ça. Il y a besoin de cette espèce de cap. Et après, je pense que l'État, dans sa logique aujourd'hui, qui se définit comme un État stratège, ne fait plus son boulot. Et en fait, la question, c'est qu'il faut un État facilitateur. Alors, une fois que j'ai dit ça, je ne sais pas ce que ça veut dire très concrètement, un État facilitateur. Bah si, moi, je sais ce que ça veut dire. Mais ça veut dire mettre des bonnes volontés pour connecter les projets, tu vois. Enfin, faire en sorte que machin travaille avec truc, obligé à travailler, plutôt que de demander des comptes, demander, en fait, de plancher. Moi, j'ai fait partie de commissions où, en fait, on demande aux gens des dossiers épais comme ça. On les reçoit 10 minutes et on leur dit si on leur donne de l'argent ou on leur donne pas d'argent. Mais on leur paume leur temps en faisant ça. On leur paume leur temps. Patrick. Enfin, moi, il me semble. C'est très simple. Ça fait je le répète depuis des années. On a tué le commissariat au plan. Alors, c'est peut-être pompidolien, c'est peut-être gaulien. Ah ouais, là, mais tu me... non, la chaise est un peu haute, donc je ne vais pas tomber de la chaise. Mais... On a tué le commissariat au plan. Mais non, c'est François Bayrou, le commissaire au plan. Oui, d'accord. Au commissaire. Tout le respect que je lui dois. Il n'y a plus vraiment de commissariat au plan. On n'aurait pas fait toute l'aérospatiale française s'il n'y avait pas eu un plan. On n'aurait pas eu la force de la France dans les télécoms s'il n'y avait pas eu un plan. C'est vrai. C'était une autre époque, Patrick. Et c'est pas une autre époque. On sait très bien, même si les mouvements sont des mouvements infiniment plus rapides qu'avant, je ne suis pas en train de te dire le contraire, mais ces mouvements
on les voit, on les anticipe. Et donc il faut avoir, c'est pas simplement un coup de discours présidentiel matiné de politique, même si c'était des décisions qui sont éminemment politiques, elles doivent être annoncées, ensuite elles doivent être portées par des institutions capables de les porter. Mais ça, c'est pour le rôle, une partie du rôle du gouvernement, de l'exécutif plutôt. Il y a un autre sujet qui a été évoqué, vous évoquez tous les deux. Moi, je l'avais demandé, tu as rappelé que j'avais été président de la FIC en 2006-2007, ou 2007-2008. J'avais demandé qu'il y ait un guichet unique. Un guichet unique pour tout le monde, les TPE, les jeunes entrepreneurs, les PME, les boîtes plus grosses. T'as une vingtaine de guichets. Et on fait de l'annonce, et on fait du millefeuille, et tout le monde est perdu, et personne ne va chercher là. Et donc ils n'y vont pas. Ouais, voilà, c'est ça, c'est le manque de demande. Et donc derrière, tu as une organisation qui est tellement compliquée, tu rajoutes à ça la façon dont on ordonnance les dépenses dans un état, pour le coup, complètement colbertiste, où si tu n'as pas le feuillet 34 tamponné par le TPG de la ville de Carpentras, on ne t'autorisera pas à ordonnancer la dépense en question. Et résultat, rien ne se passe. Donc il y a derrière tout ça un fonctionnement de cet état tentaculaire qui nous bouffe, parce que c'est lui qui est vraiment responsable de la... Et tu veux qu'il fasse un plan. Tu admets, il nous bouffe. Non, mais il peut avoir un plan à condition... Ce truc-là, la révolution industrielle de 2007, ça ne sort pas d'un plan, Ils étaient combien les prélèvements Je montre un téléphone portable pour ceux qui nous écoutent en podcast. Ils étaient combien les prélèvements obligatoires du temps du général de Gaulle? Ils n'étaient pas au niveau hallucinant où ils sont aujourd'hui. Et où on crée des fonctionnaires pour faire ceci, des fonctionnaires pour faire cela, et qui ne se parlent pas les uns avec les autres, et qui nous prennent collectivement en otage. Jérôme? Bon, il y a quand même eu des progrès réalisés. J'entends bien qu'on pourrait faire les choses largement mieux, mais il y a eu beaucoup de progrès réalisés. De quoi, par rapport à quoi? Par exemple, les partenariats publics-privés, parce qu'on parle d'innovation, on parle d'intelligence artificielle, on parle de tout ça. Et ça passe notamment par des partenariats entre... Mais t'en connais qui fonctionnent, Jérôme? Je vais t'interrompre tout de suite. Je ne veux pas t'interrompre. Hein, vas-y, on est là pour ça. Les partenariats publics-privés, qu'est-ce qu'on a fait pendant cette crise du Covid? Pendant la crise du Covid, c'est un temps mort un peu particulier. On a dit que les cliniques ne pourraient pas récupérer des malades, alors qu'on avait des files d'attente avec des patients gravement atteints qui étaient sans respiration dans des couloirs d'hôpitaux. Ça ne fonctionne pas. Enfin, on l'a pas vraiment poussé. C'est pas dans notre culture. Il y a un endroit quand même. Attends, il voulait finir. Pardon, vas-y. Mais je cite un contre-exemple. On parle d'intelligence artificielle. Non, moi j'en veux un qui marche, moi. Jérôme, j'en veux un qui marche de partenariat public-privé. Il y en a plein, il suffit d'aller sur le plateau de Saclay. Alors, c'est pas la Silicon Valley, je suis d'accord, mais il y en a plein, il suffit d'aller regarder. Les partenariats, je pense que vous en savez quelque chose quand même, ne faites pas de mauvaise foi à ce point-là quand même. Non, je t'assure, je Entre des laboratoires de recherche, que ce soit universitaire, que ce soit du CNRS, que ce soit de l'INRA, de l'INRIA, etc. Mais tu parles du plateau de Saclay. Tu parles du plateau de Saclay. Qu'est-ce qu'il faudrait? C'est que Polytechnique et HEC fusionnent. Oui. On est d'accord? Oui, ok, d'accord. Ça nous ferait un centre d'études d'excellence. Bien sûr. Bon. Polytechnique, elle reste complètement otage. Je m'occupe, il se trouve que je m'occupe du comité d'orientation du master entrepreneur. Polytechnique, elle reste formidable, mais elle reste otage d'un système où c'est le ministère de la Défense qui, à contre-cœur, continue de la financer, et HEC a son système de financement privé. Explique-moi comment, dans le cadre d'un partenariat public-privé, tu fais fonctionner ce bousin. À la Silicon Valley, il y a deux grandes universités qui s'appellent Berkeley et Stanford. On ne leur a pas demandé de fusionner. Elles y arrivent quand même très bien. À l'origine, alors après, non mais simplement, il y a une différence idéologique. Il y a une différence idéologique. Elles sont multidisciplinaires. Attends, vas-y, Jérôme, vas-y. Polytechnique, ça m'intéresse. C'est aussi très fort, Polytechnique. On ne peut pas dire que c'est rien du tout dans le paysage universitaire français. Ok, vous êtes en gestion. C'est pour ça. Non mais allez dans le laboratoire de physique. Allez dans le laboratoire même de maths, des maths appliquées, vous verrez tout ce qui s'y fait. Bon bref, mais il y a des réticences effectivement idéologiques. C'est-à-dire qu'en France, bien sûr, on est plus confortable avec l'idée que les sphères soient séparées. L'entreprise, sa fonction objective, c'est de maximiser les profits. L'université, les centres de recherche, etc., c'est de concourir à l'amélioration du bien-être social. On n'aime pas le mélange des gens. Donc, il y a quand même quelque part, parfois, des réticences qui sont fortes. Aux États-Unis, on ne s'embarrasse pas de tout ça. Les États-Unis, c'est le pays qui innove le plus. La Silicon Valley, c'est une réalité. Ça sort, ça rentre. Il y a des gens qui sortent des universités, qui vont directement travailler dans la rue d'à côté, dans les grandes GAFA, et puis ils reviennent, continuent de se former, etc. Il y a des grands projets de recherche qui sont financés par l'industrie. C'est un microcosme qui est très productif. Il faudrait qu'effectivement en France on fasse un pas de plus. Mais je voudrais quand même, moi je suis toujours optimiste. Je dis que simplement. Pas les sables mouvants des agences aux États-Unis, on est d'accord quand même. Oui, effectivement. Alors il n'y a pas tout ce millefeuille, il n'y a pas tout ce millefeuille administratif, j'en conviens.
bien que les Américains utilisent quand même facilement le mot red tape, qui veut dire qu'eux aussi, ils ont leur coût administratif qui n'est pas nul non plus. Hein. Mais je pense qu'on a quand même fait une avancée dans le domaine, même s'il y a encore des réticences idéologiques. Et puis, un autre exemple, regardez ce qui se passe pour les startups. Il y a 15 ans, quelqu'un qui montait une start-up, et vous en savez quelque chose, franchissait l'Atlantique pour aller lever des fonds aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est fini. L'écosystème français accueille tellement bien les start-up dès le début. Et il n'y a pas besoin d'un plan de relance. Avec les incubateurs, avec les business angels, ensuite avec les venture capitalistes. C'est que le sommet de la pyramide, c'est que la dernière étape de succès d'une start-up quand on veut l'introduction boursière, qu'on franchit l'Atlantique. Mais jusque-là, ça n'est pas le cas. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tu as eu les pigeons, parce que tu as eu prélèvement forfaitaire libératoire, parce que tu as eu baisse de la taxation sur le capital et sur les revenus du capital. Moi, c'est là que je veux en venir. Les incubateurs, aujourd'hui, on en voit partout. On en voit dans l'entreprise, on en voit aussi à l'université. Il y a même plus d'incubateurs que de start-up, j'ai l'impression. Oui. Non, mais là où je veux en venir, c'est vieux comme... c'est qui ? Alors, tu vas connaître, c'est le marchand Legendre qui aurait dit à Colbert... Ah, c'est vieux, oui, effectivement. Mais laissez-nous faire. Mais non, mais plutôt que de balancer régulièrement, tous les ans, parce que quand tu fais le compte, c'est tous les ans, c'est ahurissant, hein, 10 milliards dans tel ou tel plan de relance... Pourquoi est-ce que... Bon, alors si on est vraiment stratège, il faudrait raisonner au point de vue européen. Si on est véritablement stratège, il faudrait raisonner à l'échelle de l'Europe. Il en faut quand même. Il faut envoyer des signaux. Moi, je trouve que c'est bien, tu vois, de dire... Vous êtes tous dirigistes, en fait. Non, mais comment veux-tu... il faut bien envoyer un signal pour le nucléaire. Mais... Bon. Alors, le nucléaire, oui, tu es sûr de la souveraineté, le nucléaire. Ah oui, mais il faut envoyer... C'est plus que la souveraineté. L'hydrogène vert, il faut envoyer un signal. Non, mais non, l'hydrogène vert, enfin, est-ce qu'Air Liquide, est-ce que Engie, est-ce qu'on a besoin de l'État pour l'hydrogène vert ? Non, mais ça envoie des signaux, quand même, à des galaxies d'entrepreneurs qui peuvent se saisir de ces sujets. Et tout l'enjeu, c'est la connexion, en fait, entre l'industrie et toutes ces startups. Et c'est ça qui est important. Et là où on est, en fait, en difficulté, à mon avis, c'est que, pour l'instant, on a fait beaucoup de petits trucs. C'est-à-dire qu'en fait, les incubateurs, ils ont produit des maquettes, des prototypes, des machins, qui, en fait, sont rentrés un peu gentiment dans les entreprises. Maintenant, le sujet, c'est le passage à l'échelle. Et c'est ça l'enjeu des années qui viennent, c'est vraiment passer à l'échelle. Derrière industrie, il n'y a pas que la production d'objets industriels, il y a aussi l'industrialisation des méthodes de travail. Et aujourd'hui, on n'a pas assez industrialisé les méthodes de travail des startups. Ça, je pense que c'est un des enjeux des 10 ans qui viennent. Il y a un gars qui s'en est occupé d'industrialiser les méthodes de travail des startups, il s'appelle Elon Musk. Il a fait une start-up industrielle géante sans personne. Autant du côté de SpaceX, ça a été arrosé par la NASA. Il a eu du pognon, l'histoire. Il n'a pas eu l'argent. Une partie de l'argent lui a été donnée par le gouvernement US quand même. Sur SpaceX, pas sur Tesla. Même si, il le dit lui-même d'ailleurs, Tesla a bénéficié de SpaceX. Mais enfin, le moment où, dans l'histoire de Tesla, c'est quand même incroyable, si vous vous en souvenez, souvenez-vous des images, il fait sa première usine, et sa première usine est mal faite. Moi, j'ai Laurent Burel, fondateur de Plastic Omnium, qui la visite, il revient, il me dit, mais comment il va sortir des bagnoles de... Bon voilà, il s'est fait avoir. Qu'est-ce qu'il fait ? Il monte des tentes. Et en fait, il refait une ligne de montage sous des tentes avec des gars, tu vois les pièces détachées qui sortent des cartons. Bon ben voilà, c'est pas l'État ça, tu vois. Bon, à un moment donné, l'administration Obama a quand même payé 10% des voitures neuves. Hein. À un moment donné. Non mais nous, dans Stéphane, on ne peut pas interdire à l'État d'avoir une vision même important. Et de porter, dans le cadre d'un projet politique, la vision de qu'est-ce que doit être la France à l'intérieur de l'Europe, tu as parfaitement raison de l'évoquer, la France à l'intérieur de l'Europe. Comment se répartissent la production des richesses et vers quelles industries on a vocation à aller. Ça me paraît assez naturel. Qu'ensuite, ça conduise à un plan par an et au millefeuille qu'on vient d'évoquer, c'est tout ce qu'il faut... Ok. Intéressant. Un mot parce qu'on est très chargé. On ne peut pas dire que l'État n'a absolument rien fait. Il y a des vases communicants. Prenons le cas des business angels qui ont véritablement financé beaucoup de start-up françaises. Ça vient d'une niche fiscale. Parce que l'ISF, il y avait une défiscalisation sur l'ISF. Et c'était très bien pensé. Parce que pourquoi mettre un fonctionnaire qui va décider à qui on alloue des fonds ? Plutôt faire de la défiscalisation à des gens qui s'y connaissent, qui sont aujourd'hui, par exemple, retraités, mais qui ont travaillé toute leur vie dans un secteur, qui ont été ingénieurs, par exemple, dans ce secteur, et qui ensuite ont défiscalisé une partie de leur investissement dans les startups. Ils vont mieux savoir où dépenser cet argent que des fonctionnaires. Donc, ton plan de relance, tu sais comment il s'appelle ? Il s'appelle Crédit d'impôt recherche. Ah oui, c'est autre chose. Et plutôt que tous les ans d'aller essayer de le rogner, parce que les parlementaires, c'est pas eux qui décident, donc ça les emmerde, mais vas-y avec le Crédit d'impôt recherche. Oui. Mais
c'est plus l'État thaumaturge qui décide. Non. L'hydrogène vert, l'intelligence. Pour les grands chantiers, il faut que ce soit l'État. Quand il s'agissait de déployer des rails dans la France ou de câbler la France, c'est l'État. Mais pour les petits trucs comme ça, non, il vaut mieux que ça passe par le privé. Tu veux dire un mot sur le devoir de vigilance, Patrick, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe sur le devoir de vigilance ? Le devoir de vigilance, c'est quand même quelque chose de très important qui existe depuis plusieurs années. Devoir de vigilance, c'est quelque chose qui s'applique aujourd'hui aux très grandes entreprises, les entreprises de plus de 5000 collaborateurs en France, 10 000 collaborateurs à l'international. C'est quelque chose qui leur demande d'avoir à présenter un document par lequel elles s'assurent que leur production, et donc dans une France industrielle c'est complètement essentiel, leurs productions sont organisées de façon à respecter un certain nombre de règles, et on décline l'ensemble des règles de la RSE, et notamment de faire attention sur l'égalité des genres. Sur leur production et surtout leur sous-traitance. Et leur sous-traitance. Et là, on tombe sur des multinationales, sur des choses essentielles comme le travail des enfants, par exemple. Donc, et tout à fait. Donc jusque-là, tout le monde ne peut être que d'accord. C'est d'ailleurs François Hollande qui l'avait... Loi Sapin 2, si je ne m'abuse. C'était sous le temps de la présidence Hollande. Là où le sujet... Il est évident que ça concerne aujourd'hui les multinationales, mais comme tu viens de le dire, puisque ça concerne les sous-traitants, ça percole en réalité dans l'ensemble du tissu économique. Évidemment. Et c'est juste la question de savoir à quel niveau on met le curseur, mais 5000 collaborateurs, ça va descendre dans toutes les entreprises, ça va de soi. Bon. Là où le bas blesse, c'est que, alors qu'on a dans notre pays des règles qui sont les règles générales de compétence, alors je parle un petit peu d'organisation judiciaire, qui font que les litiges entre commerçants ont vocation à être traités par les tribunaux de commerce, ça marche tellement bien que ça n'a pas changé depuis Michel de l'Hôpital. On a, pour une simple vision politique, et je dis que c'est très dangereux quand la politique se mêle du judiciaire, on a pour une simple vision politique, alors qu'il y a eu un arrêt de la Cour d'appel qui a dit que ça ne posait pas de problème, décidé que tout d'un coup, ce contentieux du devoir de vigilance, il devrait être traité par l'ordre des tribunaux judiciaires et non plus les tribunaux de commerce. Et en réalité, c'est assez grave, parce que en faisant ça sous un simple geste politique et en étant teinté a priori de l'idée que les juges du tribunal de commerce seraient, entre guillemets, moins équitables dans leurs décisions, on fait, à mon avis, une grave erreur. Judiciarisation, donc, de ce devoir de vigilance. Pourquoi une grave erreur ? Parce qu'on va teinter cela avec une dimension politique qui n'est pas de mise dès lors quand la justice... Et surtout, aujourd'hui, qui sont ceux qui traitent le plus des questions de devoir de vigilance ? Ce sont en réalité les gens qui participent, les juges au commerce notamment. Moi, il se trouve que je suis juge au commerce, c'est pas un secret. Je suis également administrateur d'un certain nombre de grandes sociétés. Toutes les décisions d'investissement des grandes sociétés aujourd'hui, elles se font plus simplement à l'aune de la rentabilité financière de l'investissement. Elles se font aussi en fonction de ces critères-là qui deviennent essentiels. J'ai compris. Et donc, pourquoi j'en parle ? Parce qu'en ce moment, le Sénat, c'est parti de l'Assemblée nationale qui voulait effectivement transférer ça aux tribunaux judiciaires. Le Sénat a poussé un amendement inverse. Ça passe en commission mixte paritaire, mais il me paraît important qu'on en parle pour qu'on revienne dans le cadre des règles générales de compétences. Très intéressant. Très intéressant. Un mot là-dessus, Bénédicte ? Non, mais il se trouve que moi j'ai discuté avec un certain nombre de secrétaires généraux donc de grandes entreprises, de toute l'histoire, sociétés à mission, raison d'être, etc. Et tout. Et en fait, ce qui les freine, c'est la peur de la judiciarisation. Ce qui les freine, c'est qu'à un moment, effectivement, ce soit des tribunaux, mais pas des tribunaux de commerce, des tribunaux, je ne sais pas comment tu les appelles, généraux. De l'ordre judiciaire. De l'ordre judiciaire, qui viennent à un moment demander des comptes. Un mot là-dessus Pardon. Vas-y, oui, pour le coup, je trouve que ça pourrait être intéressant que ce soit les parties prenantes de l'entreprise qui s'en saisissent, par exemple. Mais évidemment. Les organisations syndicales. Mais c'est ce qu'elles font. Elles ont tout à fait intérêt à se saisir de ces sujets, c'est-à-dire à prendre l'entreprise au mot, de ses engagements en matière de raison d'être, par exemple. Moi, je trouve que ça serait mieux que d'aller mettre ça, d'aller encombrer des tribunaux qui sont déjà débordés. C'est ce que je sais, ce que j'entends. Au passage, ça me donne l'occasion de dire, d'évoquer un sujet, c'est que quand on parle des entreprises, c'est 5000, c'est ça le... Oui, 5000 collaborateurs en fait, ça va être un des enjeux de ces startups qui vont grandir. Et je pense pour bien démarrer dans l'inclusion et bien démarrer dans le... On a intérêt à ce que très rapidement les startups se saisissent de ces sujets. Or, généralement,
ça vient derrière, parce que c'est pas des sujets qui sont considérés comme forcément importants au départ. On a intérêt à bien démarrer tout de suite. Et je trouve que quand l'État donne de l'argent sur ces questions-là, il aurait intérêt à s'assurer qu'effectivement, quand bien même les entreprises sont encore petites, elles se saisissent de ces questions d'inclusion, elles se saisissent de toutes ces questions, parce qu'on a intérêt quand même à le faire. Tout à fait, Jérôme. Voilà. Oui, alors je crois que c'est une spécificité française, cette loi, c'est la première fois qu'un pays vote une loi en ce sens. Ça date de 2017, il me semble. Oui. Sapin 2, ouais. Oui, alors les startups, là, c'est peut-être... personne n'a encore parlé de descendre ce seuil des 5000 collaborateurs. Attendons de voir ce que fait l'étranger, parce qu'il y a une forme de concurrence injuste. J'entends une start-up à qui on appliquerait immédiatement comme ça des règles qui viennent énoncées d'en haut. Quand la concurrence ne s'embarrasse pas de ce genre de choses, voilà. Alors, non, mais parlons pas des startups. Là, je crois que le sujet de Patrick, il est plus sur les ETI, sur les grosses PME, sur l'ensemble de ces boîtes qui ont une chaîne de sous-traitance qui est souvent internationale. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a des outils digitaux pour essayer de valider l'ensemble des procédés, mais c'est vrai que les choses sont complexes et qu'un juge au tribunal de commerce, c'est ça que tu veux dire, Patrick, il connaît bien davantage les matières, justement, de ces croissances internationales qu'un juge judiciaire qui peut partir dans tous les sens. Il est bénévole, il n'est pas... Oui, mais ça, chacun fait ce qu'il veut. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que les juges du tribunal de commerce, c'est pas du tout la même chose que les juges de l'ordre administratif, judiciaire dont vous parlez. C'est qu'il y en a, ce sont des professionnels du droit qui font ça toute leur vie, leur carrière, là-dedans, ils ont fait... Et d'autres, ils sont élus par leur père. C'est votre cas. Nous sommes aussi professionnels du droit. Non, mais d'accord. Mais ce que je veux dire, non, mais vous n'avez pas fait une école de magistrature. Non. Voilà. Je suis pas en train de remettre en question du tout votre compétence. Non, pas du tout. Au contraire. Je dis que ce sont des gens du terrain qui savent de quoi ils parlent. Ils ont été dans le monde de l'entreprise. Ils savent comment ça se passe. Et c'est pas des gens des juges qui, tout aussi respectables qu'ils peuvent être par ailleurs, n'ont jamais mis un pied dans l'entreprise et ne savent pas réellement comment ça se passe. Bon, on prend le point. Très intéressant. On marque une pause. On se retrouve dans un instant. On repart, les amis. On repart. Alors, crise de concurrence. Là, je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder ça. Je dois dire que le dossier m'intéresse énormément. Donc, la patronne de l'autorité de la concurrence, Isabelle de Silva, ne sera pas renouvelée. C'est la décision souveraine du président de la République. Elle a fait un premier mandat. Elle n'en fera pas de deuxième. Elle-même dit que c'est la décision souveraine du président de la République, alors que j'aurais aimé continuer. Mais, alors, j'allais dire, on murmure. Elle-même, maintenant, admet que sur la fusion TF1-M6, elle l'a dit à l'Express, dans une interview à l'Express récente, donc TF1-M6 qui aurait fait 70% de part de marché dans la pub audiovisuelle, elle-même a dit à l'Express « Je ne vois pas comment une telle fusion aurait pu être possible ». Et donc, il se pourrait que cette opposition d'Isabelle da Silva à la fusion TF1-M6 soit l'une des causes de son non-renouvellement à la tête de l'autorité de la concurrence par le président de la République. Et moi, je me dis que là, on a quelque chose, alors qui est discret, mais de très, très, très grave. Oui, tout à fait. Jérôme, vous partagez... Alors, l'autorité de la concurrence, on rappelle quand même sa mission, c'est de veiller aux bonnes pratiques concurrentielles. Et un des chapitres, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de constitution de position dominante sur le marché. Comme vous le dites, une fusion, un mariage entre M6 et TF1, ça pourrait constituer 70, même 75%. Ouais. Elle dit 70%. D'accord, 70%. Bon, elle a des chiffres plus précis. Part de marché dans la pub audiovisuelle. Dans la pub audiovisuelle. Alors, le débat qu'il y a, qui est un débat d'économie, je dirais un débat presque théorique, c'est quand on réfléchit à ce qu'est une position dominante sur un marché, il faut en délimiter les contours de ce marché. Je pourrais dire que Evian est en monopole sur la production de l'eau minérale Evian. Est-ce qu'il faut démanteler ce monopole pour autant ? Certainement pas, parce qu'il est en concurrence avec toutes les autres marques de boissons minérales. Ici, en ce cas-là, ce qui a été suggéré, c'est parce que les économistes parlent du marché pertinent. C'est le marché qui délimite véritablement cette frontière. Et ce que certains ont suggéré, c'est qu'on étende le marché dans la conception, je parle vraiment d'arguments théoriques, de la publicité télé avec la publicité en ligne. Pourquoi ? Parce que certains utilisateurs regardent des replays, la télé sur leur ordinateur, et en même temps sur d'autres fenêtres, sont sur Facebook, Google, etc. Mais elle prévient, elle alerte. C'est pas tant, je crois, le mariage en tant que tel qui la choque, c'est de dire, si jamais on définit le nouveau marché pertinent de la publicité en fusionnant à la fois la télévision et l'Internet, on n'aura plus les armes pour sanctionner le comportement des GAFA. Or, il faut quand même préciser que l'autorité de la concurrence a déjà infligé une amende de plus d'1 milliard d'euros à Apple et plus de 700 millions d'euros à Google. Le consommateur a patienté de longues années
pour arriver à ce résultat-là. On a enfin mis tout l'arsenal judiciaire sur place, rassemblé les experts capables de faire les études pour. C'est pas maintenant pour se tirer une balle dans le pied et faire un pas en arrière. C'est ce qu'elle dénonce et moi, je partage son point de vue. Super intéressant. Et d'ailleurs, c'est à mettre à son crédit, si j'ai bien compris, la taxe qui a été infligée au GAFA. Oui, elle a fait son boulot. Ce sont des amendes. Alors, pour le coup, les deux Facebook, Google, c'est 90% du marché publicitaire online, si tu veux. Donc, effectivement, là, en termes de concentration et de marché pertinent, ça se pose là. Est-ce que j'ai le droit de poser une question? Mais avec plaisir. En fait, la question, c'est et si le marché pertinent, c'était les productions de contenu? Parce qu'en fait, ce que je comprends aussi, c'est que la fusion M6-TF1, c'est pas qu'un enjeu publicitaire, c'est d'abord un enjeu de création de contenu. Ils ont moins de parts de marché. En commun, de façon en matière de streaming, en fait, être compétitif vis-à-vis de Netflix et les autres. Donc, est-ce que ça pourrait être ça, le marché pertinent, dans ce cas-là? Ça pourrait être ça, mais ils seraient moins en position dominante, parce que si on dit qu'en face, il y a Canal+, il y a Netflix, il y a Amazon, etc., ils sont pas, je sais pas, je connais pas les proportions de marché qu'ils occuperaient, mais ce serait bien moindre. En tout cas, ce serait certainement pas les 3/4, comme dans cette délimitation de marché. Je pense que le premier marché pertinent qui a été considéré, il est tout à fait naturel, celui de la publicité à la télévision française. Voilà. Et que là-dessus... Vas-y, Patrick. Est-ce que derrière... Moi, derrière, c'est le capitalisme de connivence quand même qui m'intéresse. Derrière, il y a un autre sujet. On parlait tout à l'heure dans le cadre du devoir de vigilance de la politisation, du risque de politisation de la justice. Là, on a, c'est pas avéré, moi je ne l'ai pas entendu, mais on a le risque de politisation des autorités indépendantes. Et ces autorités, elles n'ont de sens que si elles sont véritablement indépendantes. Absolument. Et donc, il y a tout le sujet, me semble-t-il, de la gouvernance de ces nominations. Et quand on a une difficulté, si elle est avérée, mais il semblerait qu'elle le soit, quand on a une difficulté de cette nature, il faut, me semble-t-il, réfléchir à la gouvernance pour s'assurer que le choix du renouvellement ou pas de la personne soit pris pour des considérants qui sont des considérants qui tiennent uniquement à l'efficacité de la façon dont la personne a effectué sa mission. C'est pas normal que ce soit le président de la République qui nomme le président de l'autorité de la concurrence. Enfin, c'est fou quand même comme histoire. Non, mais ça vaut pour toutes les autorités administratives. Ça vaut pour toutes les... Absolument. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que si on fait... Donc, ARCEP, CSA, etc. quoi. Si on fait le lien avec le sujet précédent du plan de relance, et si on appelle de nos voeux une meilleure coopération entre l'État et les entreprises, on a intérêt précisément à ce qu'il y ait des autorités comme celle-là qui soient strictement indépendantes. Parce que sinon, en fait, on n'aura pas ces rapprochements qu'on appelle de nos voeux et qu'on n'a pas aujourd'hui en France, à la différence des États-Unis, comme tu le disais tout à l'heure, parce qu'il y a une culture d'inquiétude vis-à-vis des risques de collusion en France. Alors, juste un mot là-dessus pour ce qui se passe aux États-Unis, parce que toute notre politique de la concurrence, elle est héritée des États-Unis. On croit toujours que c'est un pays ultralibéral, etc. C'est eux qui sont à l'origine de l'antitrust. Et qui est-ce qui est en charge de l'antitrust aux États-Unis? C'est le Department of Justice, c'est le ministère. C'est un ministère de la justice, c'est eux. Donc, le lien avec le gouvernement, il est très clair. C'est le ministre de la Justice, en gros, qui assigne en justice les grandes entreprises américaines pour les condamner à verser des milliards de... Il n'a pas un statut un peu indépendant par rapport au ministère de la Justice. C'est comme la Banque centrale américaine. C'est jamais... Federal Trade Commission. Federal Trade Commission. En fait, c'est comme pour la Banque centrale, c'est comme pour la Fed, la Banque centrale américaine. En fait, tous ces gens-là, le président a pouvoir de révocation. Donc, il est... Le président de la République, tu veux dire? Le président des États-Unis a pouvoir de révocation. Voilà. Alors après, dans les termes, c'est comme pour la Fed, pendant 4 mandats, c'était Alan Greenspan qui était président de la Fed aux États-Unis, de la Banque centrale américaine. Il a fait des gouvernements, il a été là en place sous des gouvernements républicains comme démocrates. Après, quand il y a quelqu'un comme Trump qui arrive, il dit non, c'est moi qui nomme. Alors ensuite, il y en a eu d'autres, mais c'est lui qui a voulu nommer personnellement. Donc, c'est un droit qui est plus ou moins utilisé. Mais dans les textes, le président des États-Unis peut nommer le chef de la FTC, le président de la Banque centrale américaine, etc. Mais est-ce qu'il faut nommer les chefs? Est-ce que, dans le fond, la bonne logique, ce n'est pas... Alors, c'est comme ça que ça fonctionnait, je crois, au Conseil constitutionnel, une autre dature. Il y a indépendamment des anciens présidents, sur les membres qui étaient élus, il y en avait 3 qui étaient désignés par le président de la République, 3 qui étaient désignés par le président de l'Assemblée nationale, 3 qui étaient désignés par le président du Sénat. Oui. Et ensuite, à l'intérieur de leur collège, ils décident de qui est le président. Donc tu vois que même si le politique
et par différents niveaux, puisqu'il y a quand même 2 assemblées plus le président de l'exécutif, son mot à dire. À la fin des fins, ce sont entre eux les sages qui désignent leur président. Moi, je trouve que ça crée quand même des paravents. C'est d'ailleurs ce que dit dans sa grande sagesse Isabelle da Silva. Elle dit en forme de testament, vous savez, c'est pas en me virant que globalement vous changerez l'avis du Conseil de la concurrence sur la fusion TF1-M6, c'est collégial. Et donc elle a l'air de dire bonne chance au futur président ou à la future présidente, puisqu'il semble que ce sera une femme, pour faire changer ceux qui sont avec moi au collège, parce que ça ne va pas se passer comme ça. Mais Jérôme, la vérité, c'est, alors je crois que d'ailleurs c'est un économiste français, Thomas Philippon, qui l'a écrit, l'Amérique a justement un problème de concurrence, elle aussi. Oui, bien sûr. Elle aussi, elle est aujourd'hui en train de reconstituer crony capitalisme, capitalisme de rente, etc. etc. Oui. Et sa croissance potentielle et sa productivité en souffrent d'ailleurs. Oui, tout à fait. Je ne mentionnais pas les États-Unis comme exemple, en disant voilà ce super intéressant, tu as parfaitement raison. Je disais simplement, on le voit souvent comme un pays ultralibéral, et c'est pas toujours le cas. Pour ce qui est du capitalisme de connivence, parce que c'est la traduction de chronique capitalisme dont tu parles, en France, bon, alors les grandes économies, je dirais, où règne le capitalisme de connivence aujourd'hui, c'est la Russie, c'est la Chine, c'est la Turquie, etc. En France, ça n'est pas le cas. Même si certains de nos compatriotes ont le fantasme que Emmanuel Macron serait aux ordres des banques, c'est une idée à laquelle je ne crois pas. Par contre, il y a quand même une question à se poser, et tu le sais mieux que moi, c'est ce qui se passe au niveau des médias. Je dirais pas aux ordres, Jérôme. Oui. Je dirais influencés. Bien sûr. Par les grandes entreprises. Oui, alors ça, oui, bien sûr, ça c'est comme. C'est bien. C'est sain, ça. Non, mais être influencé, il faut savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire quand on fait un plan. Ça veut dire quand on fait un plan pour la rénovation des bâtiments, on va chez Saint-Gobain demander à Pierre-André de Chalandard ce qu'il en pense. Non, mais on a la chance d'avoir de très belles entreprises en France. On a des champions mondiaux. Écoutez ce qu'ils ont à dire par rapport à des sujets qui intéressent l'économie en général. Si on appelle ça de l'influence, moi, ça ne me choque pas. Maintenant, la question est de savoir, je ne crois pas, et en tout cas, qu'on ait un président, loin s'en faut, qui soit aux ordres. Pas aux ordres, mais... Non, mais qui les écoute. Ça me paraît bien naturel. D'accord. Alors, quels sont les excès des lobbies des uns et des autres? On voit que ce n'est pas toujours évident. Pour parler d'une fusion qui a fait les choux gras pendant toute l'année dernière, on a vu que le président de la société qui a cherché à en acheter une autre, c'était dans le domaine des services à l'environnement, on n'a pas eu l'impression que ce monsieur ait eu le plein et entier soutien des pouvoirs publics. Mais malgré tout, il est arrivé jusqu'au bout. Donc, tu me parles de Veolia Suez, là? Je ne sais pas si toi t'en parles. Mais quoi, t'es administrateur d'une des deux? Tu vois, crony capitalisme, on est en plein dedans. Non, mais ça prouve J'ai invité le crony capitalisme sur le plateau. Ça prouve que ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Donc voilà, ne généralisons pas. Mais on voit là, dans ce que tu dis, c'est vraiment deux visions qui sont différentes, qui sont la vision française qui est arc-boutée, qui entend derrière le mot lobby qu'une connotation exclusivement péjorative. Aux États-Unis, le lobby n'est pas entendu comme ça. Alors bien sûr, il y a les grands lobbies de l'armement, du pétrole, etc., qui pèsent sur les campagnes électorales. Mais le lobby aux États-Unis, il est aussi entendu comme le fait qu'il y a de l'information qui est exclusivement détenue par des acteurs privés, et le lobby permet de véhiculer cette information, de la transmettre. Donc le politique a besoin quand même aussi d'entendre ce que pensent des grands capitaines d'industrie avant d'engager la France dans des grands travaux. Mais je reviens juste sur parce qu'on parlait de TF1-M6. Je ne pense pas que la France soit le temple d'un capitalisme de connivence. En revanche, ce qui se passe dans les médias inquiète certains. C'est-à-dire moi, je ne sais pas, j'ai pas d'informations. Non, mais moi, j'en ai sur les médias. Vas-y, dis-moi. Justement, j'aimerais t'entendre toi sur ce sujet-là, parce que tu en sais plus que moi. Sur quoi? Mais je ne sais pas, sur le fait qu'il y a des grands capitaines dans les médias que l'on écoute à l'Élysée ou qui ont leur mot à dire au sein de certains partis politiques. Est-ce que c'est simplement un fantasme? Tu parles de qui? Tu parles de Bolloré? Je ne crois pas que Bolloré, on l'écoute à l'Élysée, tu vois, à mon avis. Pas du tout. Patrick Drahi, alors lui, il s'en fout, mais totalement. Lui, je le connais un peu pour le coup. Mais vraiment totalement. Lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'il puisse faire ses affaires, en toute tranquillité. Point. Je pense que c'est pour ça qu'à un moment, d'ailleurs, il rachète Libé, tu vois, pour se donner un espèce de petit vernis de « je protège la démocratie ». Ce qu'a fait Xavier Niel aussi en rentrant au Capital du Monde. Voilà. Tu peux pas influencer ce qu'écrivent les mecs de Libé. Tu peux pas influencer ce qu'écrivent les mecs du Monde. Hein. C'est vraiment impossible. Donc les journalistes qui s'inquiètent, ça doit être un peu comme les syndicats de la SNCF, tu vois, n'essayent même pas. Non. Parce qu'il y a quand même tout un mouvement de journalistes qui dénoncent un certain nombre de choses en France à ce niveau-là. Est-ce que c'est une fausse inquiétude? Non, ce que tu peux avoir, c'est à la marge un phénomène d'autocensure.
C'est ce dont il parle. On entend bien qu'aucun de ces personnes que tu as citées ne prend son téléphone pour dicter à un rédacteur en chef ce qu'il doit mettre en couverture. Bien sûr que non. Mais phénomène d'autocensure. Oui, tu peux avoir ça à la marge. Ce qui est quand même assez étonnant, et alors j'ai l'impression de me tirer une balle dans le pied en disant ça, mais je vais quand même le faire, c'est qu'on considère que des présidents d'entreprise qui viendraient donner des conseils seraient considérés comme des lobbies non souhaitables. Et pour autant, on a aussi des associations qui défendent des positions politiques très extrémistes, qui, eux, peuvent le faire sans que ce soit considéré comme du lobbying. Mais c'en est aussi. C'est-à-dire le fait que Greenpeace ait un avis, par exemple, sur les questions nucléaires. Ou sur l'ISF. Ça fait partie du lobbying. Et c'est très légitime que Greenpeace ait un avis et l'exprime. Et du coup, pourquoi s'il l'exprime ouvertement, Bénédicte. Moi, j'ai aucun problème à ce que le patron de Total vienne dire, comme il le fait d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il faut absolument privilégier le gaz, s'il le dit publiquement, et pourquoi il estime... Tu vois, voilà. J'entends. Non, ce qui me gêne, c'est les visiteurs du soir, quoi. Ce qu'on a appelé à une certaine époque les visiteurs du soir, voilà. Mais non, je comprends, Patrick, tu dis, c'est sain finalement dans un grand pays que les grandes entreprises, que Carlos Ghosn à l'époque aille discuter de la stratégie industrielle de... D'autant qu'il n'a pas toujours trouvé, y compris quand il venait visiter le soir le président Sarkozy, il n'a pas toujours trouvé une oreille attentive à ses propos. C'est vrai. Écoutez, le dialogue, c'est quand même mieux que l'absence totale. D'accord. Il y a sans doute plus de fantasmes que de réalité. D'accord. Tu en parlais toi-même de l'ISF climatique. L'ISF climatique. Oui. Moi, ça m'intéresse vachement, Patrick. Mais non, mais ça. Donc, proposition d'Yannick Jadot, ISF climatique. Au départ, c'est même Greenpeace. C'est Greenpeace, il y a 2 ans. D'ailleurs, Jadot vient de Greenpeace, donc ça, c'est logique. Cet ISF, c'est dans le... Non, attends. Grand fantasme des Français. Patrick, c'est ce que tu fais à la tête de ta société d'investissement. C'est juste... orienter la fiscalité en fonction de la qualité environnementale des investissements. Oui. Mais c'est pas idiot du tout. C'est très bien. Non, mais très bien. Ou en quoi il est choquant, qu'un Hummer ou qu'un 4x4. Mais en réalité, il faut voir que le marché du 4x4, c'était avant le marché des voitures familiales. Ce qu'on appelle 4x4 aujourd'hui, pour la plupart, c'était l'ancienne voiture qui a été créée par M. Lagardère, c'était l'ancien Espace. Bon, alors, et donc, en quoi... Aujourd'hui, on taxe plus cher les grosses voitures. Bon, ça me paraît complètement normal. Pourquoi aller... Parce qu'en réalité, derrière la position de M. Jadot, il y a une façon intelligente de revenir et de remettre sempiternellement ce débat sur l'ISF qui empoisonne la France depuis que le président Mitterrand l'a inventé. Et donc, il trouve un moyen intelligent de remettre le débat sur la table en parlant d'ISF climatique. Écolo. Climatique, pas écolo, climatique. C'est une connerie monumentale. L'ISF est une connerie et tout ce qu'on met... Bon, mais sortons du cas de l'ISF. La question, c'est... Qu'on soit attentif aux investissements verts. Évidemment, c'est très bien. Mais tu sais, et j'étais pas complètement d'accord avec ce qui a été dit sur pourquoi est-ce que le financement des startups va bien. Il a été dit, tu as dit, il va bien parce que, à un moment... C'est moi qui ai dit. Le président Sarkozy a mis autre horreur, qui est un mot qu'il n'aurait jamais dû utiliser, le fameux bouclier fiscal qui permettait de défiscaliser une partie de l'ISF pour y investir. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'investissement pour qu'il y ait des angels aujourd'hui ? Parce qu'avec les taux bas que nous avons, on finance de l'économie, on permet des premiers tours qui viennent des deuxièmes tours qui viennent des troisièmes tours. C'est parce que fondamentalement, l'écosystème de l'investissement en capital aujourd'hui fonctionne bien que les gens y vont. C'est pas nécessairement, même s'ils y ont peut-être été un peu dans le passé, parce qu'il y a des carottes fiscales. Moi, je reste sur je suis un terrien. L'argent facile est mal dépensé. À partir du moment où on te donne de l'argent que mais je vois pas le rapport. Non, parce qu'on va te donner. Non, mais tu te barres, t'ouvres un autre tiroir là. Non, moi je te ramène sur. On va vous donner. Ça s'appelle. Alors, Jérôme va nous le dire. C'est le nudge, c'est le coup de pouce. Moi, je suis pour. Alors, c'est là où l'État il est légitime, l'arme fiscale. Vas-y, Jérôme, explique alors. Je pense que. Mais sortons de la question de est-ce que c'est de l'ISF ou pas de l'ISF. La question qui est posée, c'est une forme de fiscalisation ou défiscalisation pour des projets qui seraient plutôt éco-friendly.
Alors, je pense que si c'est juste pour aller taxer les dividendes que l'entreprise Total verse à l'actionnaire français, c'est un coup d'épée dans l'eau. Pourquoi ? Parce que l'entreprise Total, comme beaucoup d'entreprises du CAC 40, l'actionnariat individuel, ça ne représente même pas 10%. L'État est lui-même plus actionnaire que ne le sont les Français. Or, l'État, lui, ce serait rien pour lui, puisque ce qu'il prendrait d'une main, ce qu'il paierait d'une main, il le récupérerait de l'autre. Et il n'y aurait pas véritablement d'inflexion dans le comportement de Total juste sur cette question-là. Par contre, là où il pourrait y avoir quelque chose de bénéfique, puisque une grande partie de l'épargne des Français est captée par les plans d'assurance vie, en ce moment, ce qui est très à la mode, c'est de faire de l'assurance vie verte. Et on pourrait effectivement défiscaliser un petit peu, ou en tout cas adopter un différentiel de fiscalisation sur ce type de produits financiers. Je vais prendre un exemple très simple. Oui, puis il faut donner la parole à Bénédicte. Pardon, Bénédicte. Moi, je vis dans un écosystème de jeunes dont une grande partie dit être anxieux sur les questions d'environnement. Ouais. Et je pense qu'une mesure comme celle-là, même si elle peut donner le sentiment d'être un peu gadget, ou en tout cas, j'ai compris que c'était 1 milliard, en fait. Oui, les estimations à la louche, parce que les chiffres de Greenpeace... Et c'est un signal qui est envoyé, que je trouve compréhensible, utile en matière économique. Après, j'entends les arguments que vous dites les uns et les autres, mais... Il y a l'idée quand même que tout le monde doit contribuer. Je trouve que c'est une bonne manière, quitte à avoir de l'ISF, à faire contribuer sur ce genre de plan. Voilà. J'ai une bouilloire à côté de moi. Non, mais parce que Patrick ne refroidit pas. Il se trouve que, pas plus tard qu'il y a 3 jours, j'étais avec un jeune absolument formidable, j'espère qu'il sera sur ton plateau, qui a un projet génial de retraitement des batteries. Personne ne le réalise aujourd'hui. En 2030, la part de marché des voitures électriques, c'est 40%. C'est un vrai chiffre qui sort de d'IHS Markit. Et on va se retrouver très très vite avec un stock de vieilles batteries, s'il s'agisse des vieilles batteries de voitures, des vieilles batteries de robots, puisqu'on va avoir de plus en plus de robots avec des batteries, des vieilles batteries de scooters, de vélos, absolument considérable. Et donc, l'idée de ce jeune qui est formidable, c'est de travailler sur le recyclage des batteries. Sachant que lorsqu'on recycle des batteries, on a plein de saloperies par définition, mais on a aussi des tas de métaux rares, du lithium, du cobalt, etc. Bon. Où tu veux en venir ? Là où je veux en venir, c'est que ce n'est pas en donnant de l'argent au départ, en disant « Monsieur Sayer, on va vous donner X% de votre investissement parce que vous allez investir dans la boîte », que ça va mieux se passer. Il faut que le business plan se tienne de lui-même, qu'ensuite derrière... On est pour faciliter l'économie circulaire. Hier, j'étais à des présentations formidables de gens de l'économie circulaire. Back Market, notamment, et extraordinaire, et vestiaire collective aussi. Mais que pour favoriser l'économie circulaire, on dise aux industriels qu'il y a une préférence pour s'approvisionner à partir de ceux qui recyclent des matériaux, plutôt qu'aller extraire des mines avec toutes les pollutions qu'on connaît. Mais oui, mais c'est là où l'État a quelque chose à faire. Et pas en mettant de l'argent facile, qui à nouveau sera mal dépensé. Mais c'est pas de l'argent facile, on te le laisse, c'est le contraire. Ton jeune aura plus de facilité à lever. On te laisse ton pognon à partir du moment où tu l'as placé justement dans... c'est le truc ISF qui te braque totalement. Le nombre de boîtes qui étaient avec des faux business models parce qu'ils étaient financés par de la fiscalité, qui ensuite ont disparu corps et biens. J'en ai vu des tas. Qu'une boîte, elle ait un business plan qui se tienne par lui-même, qu'ensuite l'État prenne en charge de vrais sujets, comme favoriser l'économie circulaire, ça je comprends. Encore un truc à dire là-dessus, Jérôme. Un dernier mot, parce que je rebondis sur l'exemple que tu nous présentes. Ton jeune, un jour, il voudra lever des fonds. Oui. Et s'il est face à des investisseurs qui savent qu'il y a un petit avantage fiscal à miser sur ce type de projet plutôt qu'un autre, ils le feront d'autant plus. Ça ne veut pas dire qu'ils donneront aveuglément leur argent à un projet fumeux. Ils vont bien étudier le business plan, il faut que ça tienne la route, etc. C'est un petit coup de pouce donné par l'État. Tu n'y arriveras pas, Jérôme. C'est 20 ans. Tu n'y arriveras pas. Allez, 5 minutes, parce que sinon, après, la semaine prochaine, mais Édouard Philippe, vous en pensez quoi d'Édouard Philippe ? Nous défendons l'unité et la cohésion de la France, la poursuite de la transformation du pays, la liberté, l'ordre dans les comptes et l'ordre dans la rue, l'éducation comme objectif prioritaire de l'effort national. Nous combattons les ennemis de la laïcité, les extrêmes de tous bords, les démagogues, les fossoyeurs de l'universalisme républicain, les partisans de la décroissance. J'ai lu quelque part que c'était un discours de Miss France, ça m'a fait beaucoup rire.
Ah oui, alors c'est très drôle. Oui, alors effectivement, je partage ce point de vue. Cette affiche, c'est un discours de Miss France, mais comme les autres candidats. Ils ont tous leurs trucs, leurs marottes, et puis... La guerre, c'est mal. C'est la Chaland qui essaie d'attraper les lecteurs comme ça, l'attention. Derrière cette affiche... je trouve très bien, hein, ça, personne ne peut dire... Mais c'est ça. Mais c'est en ça que c'est un discours de Miss France. N'oublions pas les 80 km/h, et 80 km/h qui ont mis dans la rue des centaines de milliers de gilets jaunes, qui nous ont foutu le bazar aux Champs-Élysées et ailleurs, c'est tout. Voilà, d'où ça vient. Les choses sont claires. Bénédicte. J'aurais envie de dire Joker, parce que... Oh ben non mais oui, mais en fait, bon, en même temps, enfin, comment dire, on voit bien que les Français ont besoin d'un renouvellement des politiques, et que ça nous amène et ça nous entraîne à voir des gens qui sortent un peu de nulle part et qui peuvent être dangereux. Voilà. Et d'où, à partir du moment où il y a des gens... le retour des professionnels te rassure. Je me dis que c'est bien d'avoir en manche, entre guillemets, des gens qui ont montré qu'ils pouvaient avoir un sens de l'État, et de voir que ces gens-là se positionnent. Je ne vais pas dire que ça me fait plaisir, ça ne me dérange pas, parce que je trouve que c'est important, malgré tout, de stabiliser un champ politique qui est quand même un peu inflammable et donc un peu dangereux. Voilà. C'est très intéressant. Ça nous laisse, ça nous laisse sans voix. Ouais, ça nous laisse sans voix. Ouais, mais attendez, alors il reste 1 minute 30. Si vous avez plié Édouard Philippe en 1 minute, de quoi on va parler ? On n'a pas le temps de parler de Lagardère. J'aurais bien aimé parler de Lagardère avec toi. Mais non, mais juste un mot. Bah alors tiens, finissons avec ça. Parce que dans tes présentations, donc tu as vu Back Market et tu as vu Stanislas Niok-Château de Doctolib. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire qu'il est en train de chercher de l'argent, qu'il veut lever des fonds, qu'il veut se développer, qu'il veut aller en bourse Du tout. Pas de... D'accord, il n'y a pas de projet particulier de ce côté-là. Non, c'était dans le cadre d'une présentation qui faisait aux actionnaires de... Et tu vois, Patrick, et ça nous permettra de boucler la boucle, Doctolib, ce ne sera jamais dans aucun plan de l'État. Jamais un commissaire au plan ne va penser à Doctolib, tu vois. Non. Et en même temps, Stéphane, je voudrais quand même dire un truc, parce que mais en 40 secondes, secondes, l'État... Doctolib, les labos, tous ces gens-là ont fait quand même un super boulot, parce qu'ils ont inversé la logique en matière de vaccination. Et ça a été fait grâce à la coopération de tous ces acteurs, parce qu'on les a pu embêter avec un certain nombre de freins. Il faut quand même le dire. Il y a une nana formidable au sein de l'État qui s'appelle Laura Letourneau qui a fait ça, qui a mis tout le monde autour de la table pour faire ça. Il faut aussi le dire. Et ben voilà. On a gagné. En matière de vaccination, ça s'est quand même correctement passé, alors qu'on disait depuis le début que ça allait être une catastrophe. C'est vrai, ça a été une opération quasi militaire, rondement menée et impressionnante. Merci les gars, et donc merci Bénédicte, et donc à très bientôt. Demain, rediffusion de la formidable émission qu'on a faite récemment sur la Chine. Voilà, tiens, on en parlait. Émission absolument passionnante. Vendredi, Aurélie Planex, et nous, on se retrouve lundi.